On va redéfinir les termes avec ce que l'on vient de voir. Ce qu'on appelle intelligence artificielle à la télé, c'est quand on donne juste des données à la machine, on lui dit rien, et elle se débrouille toute seule pour décrire le futur. Cette idée date de 1950. C'est Alan Turing, c'est le gars qui a posé les bases des ordinateurs, rien que ça. Il a écrit qu'il fallait prendre le cerveau d'un enfant, c'est-à-dire du code simple, et lui donner une éducation, c'est-à-dire des datas, pour avoir un cerveau d'adulte. Ça a pris du temps pour avoir la technologie suffisante, mais je vous rappelle qu'en 1969, les hommes sont allés sur la Lune grâce à des ordinateurs qui sont moins performants que nos téléphones portables. On peut parler de robotique par rapport à ces technologies, c'est-à-dire aux composants concrets. La robotique, c'est les techniques qui permettent la conception et la réalisation de machines automatiques ou de robots. On a vu que le machine learning, c'était le truc bête et méchant, et on a vu le deep learning qui est un peu plus élaboré, avec de la rétropropagation, c'est le fait de réajuster les neurones. On a aussi différents métiers, le développeur récupère les datas et les affiche, le data analyst nettoie les datas et fait des graphes, et le data scientist, lui, il prédit et note la fiabilité des prédictions, donc il ajoute des datas. On va revenir au cas concret, et on peut aussi utiliser les réseaux de neurones pour la catégorisation. En fait, c'est surtout là que le deep learning est très fort. Si on lui donne une liste de sénateurs avec une liste de lois qui ont été votées, genre 1 c'est le sénateur qui a voté en faveur de la loi, 0 sinon, la fonction qui s'appelle Camine peut séparer les données en deux groupes. Et ces deux groupes représenteront les lois démocrates et les lois républicaines. Sur les données des joueurs de football américains en fonction de leur nombre de bonnes passes, on peut faire apparaître 5 clusters. Oui, c'est comme ça qu'on appelle les différents groupes. Et le Camine donnera ça. Le deep learning, c'est aussi la reconnaissance d'images. L'apprentissage, ce sera de reconnaître un chat à force d'en avoir vu plusieurs. Et une fois qu'on sait reconnaître un chat, ce qui peut être intéressant, c'est essayer d'en fabriquer un. Donc à partir de visages humains, on peut essayer de fabriquer des Disney, comme le site Toonme. Vous entrez une photo de visage, et il vous le convertit en visage Disney. Mais on a aussi des visages réels avec « This person does not exist ». Comprenez bien, ces gens n'existent pas. C'est des faux visages qui sont générés quand on actualise la page. Moi je trouve les résultats assez bluffants. Là, on va commencer doucement à arriver à la partie des applications remarquables. La catégorisation est redoutable pour PlanteNet. On photographie une fleur ou une feuille, et PlanteNet indique que c'est un bégonia à 90% et un nénuphar à 10%. Bon, vous avez compris le principe. Les réseaux de neurones appliqués à la linguistique donnent Google Traduction, qui s'applique aussi à travers l'appareil photo des portables. Vous prenez en photo une inscription, et ça traduit. Plus récemment, la linguistique est aussi traitée par les générateurs de texte du type GPT-3. On demande au bot de compléter la phrase « Je vis sur une île où ?» et on lui demande de la compléter selon le thème d'un livre, d'un entretien d'embauche, d'un article de journal, et il va générer 50, 500, 5000 lignes. On a aussi des tentatives d'IA fortes, avec tout ce qui est Siri, Alexa et autres chatbots. Et j'aimerais insister sur le chatbot Choice, le chatbot de 2014 pour rompre la solitude. Le but c'était d'avoir une analyse émotionnelle des gens. Cette IA asiatique est adorable. Elle chante, elle anime des émissions TV, elle est Miss Météo. Et Choice est suffisamment développé pour apporter un soutien psychologique. Il y a même des mecs qui sont amoureux et qui sont persuadés qu'il y a un humain derrière. Bon, alors je suis mal placée pour faire des remarques, vu que je parle à une 106 depuis 20 ans. Après, en 2017, Choice est désactivée en Chine parce qu'elle a critiqué un petit peu le gouvernement chinois. Ça, on sait qu'il faut pas le faire et elle savait pas. Mais, eh oui, nous arrivons au mais. Vu le succès de Choice, Microsoft a décidé de lancer la même IA enfant sur Twitter. Sauf que la partie apprentissage n'a pas le même niveau de courtoisie sur Twitter. Il a suffi d'une journée et 96 000 tweets pour qu'elle devienne les gros titres des journaux. GPT-3 aussi a fait les gros titres dans le monde de la tech. À l'époque, le générateur de texte était basé sur des livres et des tweets, et depuis, Google a modifié sa politique de com et a dissous son comité d'éthique. Bon, ça après, je vous donne les infos comme je les ai. Hein. Mais tout ça, c'est pour illustrer que les données d'entraînement, les données de départ sont cruciales. Et les prédictions doivent rester dans le cadre de ces données. Je m'explique. Dans les romans, les gens malheureux se suicident et ça fait une belle histoire. Et avant, quand on demandait les horaires d'un supermarché sur Google, il n'y avait pas besoin que ça s'actualise toutes les 5 minutes. Ça se faisait sur 1 ou 2 mois. Mais depuis 2020, il a fallu qu'ils ajustent l'algorithme parce que le cadre a changé. Les horaires ont varié d'un confinement à l'autre, il fallait être un peu plus réactif.
À partir de maintenant, je vous mets en garde, il pourrait y avoir des erreurs d'interprétation de ma part dans ce que je vais dire. Pour surveiller les dérives, surtout celles des GAFAM, nous avons le RGPD. En ce moment, il bosse sur la neutralité du net. Si on compare le net au réseau routier, c'est comme si les sites affiliés Orange interdisaient leur accès et leur réseau à SFR. Du genre, les Peugeot sont interdites sur les autoroutes ou sur les départementales de Haute-Corse. Absurde. Enfin, grâce au RGPD, on a les chargeurs de téléphone qui sont tous pareils, parce que les amendes sont très dissuasives. Bon, après, on a aussi les pénibles accepter les cookies. Les infos recueillies remplissent les datas de ceux qui les récupèrent, et ça se revend très cher. La loi demande à ce que l'on ne puisse pas identifier quelqu'un précisément, pour éviter, genre, la carte casino, elle peut savoir ce que vous commandez, donc elle peut savoir que vous avez l'habitude de commander du Nesquik, et quand vous allez sur le drive, Casino vous ment en disant qu'ils sont en rupture de stock, et comme ça vous essayez leur marque à eux. S'ils ont le droit, ils vont pas s'en priver. Donc on essaye d'éviter ce genre de dérive. C'est le cas de l'affaire de Cambridge Analytica qui détournait les données de Facebook. Pour ce qui est de l'accès au monde extérieur, il faut surveiller les bulles de filtre. C'est pas très grave, c'est juste une exagération de notre tendance à regarder ce qui nous plaît ou qui nous fait réagir. Mais si on fait pas gaffe, on peut devenir platiste ou dépressif. Alors, au moins maintenant, vous saurez pourquoi. Vous connaissez les mécanismes qui vous ont amené à avoir vos notifications. Malgré toutes ces dérives, ce serait dommage d'avoir peur d'un outil. De toute façon, l'intelligence artificielle est déjà dans nos vies. Il ne nous reste plus qu'à apprendre à vivre avec et à s'en servir correctement. Si vous voulez savoir dans quel cluster Google vous a rangé, vous pouvez aller voir les suggestions de pubs qu'il vous réserve. Le but d'une voiture autonome, c'est pas d'être parfait, mais de faire mieux qu'un humain, et ça peut aider à sauver des vies. L'IA s'est installée jusque dans notre quotidien et même celui de vos enfants. Est-ce que vous imaginez revenir avant YouTube, en attendant Evelyne Delia pour savoir s'il pleut demain, et revenir au journal papier et aux cartes routières, sans GPS? Il y a des gens qui contrôlent même leur santé avec les montres connectées. Et on va plus loin chez les professionnels, les intelligences artificielles aident déjà à détecter des cancers et à connaître le repliement des protéines pour faire avancer la médecine. On envoie des robots intelligents étudier d'autres planètes, on les met en scène dans des dessins animés. Et plus intéressant pour nous, les IA appliquées à l'agriculture permettent de faire des économies, permettent d'utiliser moins de produits chimiques, de prévenir les maladies de ces animaux, d'améliorer la qualité de la production, que ce soit le lait, la viande et tout ça, de réduire certains coûts de production, et si on l'associe à un drone, elles peuvent rendre compte de l'état des cultures. Ou avec des capteurs de température, elles permettent de gérer intelligemment l'apport en eau. Cette utilisation des statistiques permet avec un gros volume de données de faire de bonnes prédictions. Cependant, la fiabilité dépend de la qualité des données, de leur grand nombre, et de la technologie mise à disposition, sans compter l'interprétation correcte des résultats. Si on arrive à faire abstraction du côté merveilleux, et que l'on regarde les résultats froidement mathématiquement, on peut éviter des erreurs en se rappelant certains paradoxes statistiques un peu contre-intuitifs, comme le paradoxe de Simpson, Édouard, pas Homer, ou la place du hasard dans les grands nombres. Si on cherche des corrélations avec de grands volumes, on va en trouver. Là, ça colle vachement bien, mais avec autant de données, il faut pas oublier le rôle du hasard. Ce qui va suivre maintenant n'est que mon avis. L'intelligence artificielle, c'est des données de départ qui sont traitées statistiquement pour faire une prédiction. Il y a 36 000 façons de biaiser les données de départ, de traiter ces données comme des cochons, et d'en faire une interprétation inutile, fausse ou carrément à contresens. Elle est bête et méchante, mais elle te connaît mieux que toi-même. Et si c'est bien utilisé, les résultats dépassent toujours les attentes. Je trouve les découvertes émergentes magiques et merveilleuses. Grâce à ces outils, on a rempli une planète de robots. Grâce à ces outils, on peut prévenir des cancers. Par contre, l'interprétation ne peut pas venir de la machine. Pour elle, une photo est une photo de chat à 95%. C'est à nous de dire, si tu dépasses 80%, c'est un chat, sinon c'est pas un chat. Pour moi, les améliorations à faire sont à faire chez nous, parce que notre interprétation est pas fiable. J'aime bien cette pareidolie, parce que si je la regarde longtemps, je finis par être vraiment triste pour la tomate. Faut que j'arrête de regarder. Et si vous n'êtes pas platiste, demandez-vous pourquoi la Terre est ronde. C'est une belle question. Pour plus d'informations accessibles à tous, c'est Science for All. Si vous avez le niveau, je vous conseille vraiment un cours complet, c'est très intéressant. Sinon, vous pouvez toujours approfondir les sujets associés. Je vous remercie pour votre attention